Bonjour. Je remercie les organisateurs de me permettre de participer à ces belles journées médicales et de me permettre de vous présenter les résultats à 5 ans des sleeve gastrectomies réalisées à la clinique Magnien. Comme vous le savez, l'obésité morbide est un problème de santé publique en Nouvelle-Calédonie. Plus de la moitié de la population est en surpoids, plus d'un quart est obèse. Chez les enfants, c'est encore pire. Et au niveau des LM, le nombre de diabétiques admis à 100% augmente de 6% tous les ans. L'obésité morbide est définie comme étant une maladie qui existe à partir d'un indice de masse corporelle supérieur à 40 sans comorbidité ou supérieur à 35 avec des comorbidités. C'est une maladie qui influence de manière négative l'espérance de vie avec une perte d'espérance de vie qui va de 6 ans jusqu'à 14 ans en fonction de l'indice de masse corporelle. La chirurgie bariatrique est un traitement validé de cette maladie. La sleeve gastrectomie est devenue au fil du temps l'intervention la plus réalisée en raison d'un meilleur compromis entre les complications et l'efficacité à distance. C'est une intervention restrictive, c'est-à-dire que la réduction de la taille de l'estomac va permettre de réduire le nombre de calories ingérées par jour. C'est une intervention qui a aussi un rôle métabolique. L'ablation du corps de l'estomac va entraîner la suppression de la sécrétion de gréline, qui est l'hormone de la faim. La tubulisation de l'estomac va augmenter la vitesse de vidange gastrique, entraînant l'augmentation de sécrétion de GLP-1, qui est une hormone qui va augmenter la sécrétion d'insuline et augmenter la sensibilité des tissus à l'insuline. Cette intervention et la chirurgie bariatrique en général est évaluée par les résultats sont évalués par la perte d'excès de poids, un succès étant défini par une perte d'excès de poids supérieure à 50%. C'est une chirurgie qui compte de nombreux adversaires, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il y a des adversaires idéologiques à l'idée toute simple de chirurgie de l'obésité, tout simplement. Et il y a des adversaires plus argumentés qui reprochent à la sleeve une reprise de poids et un taux de reflux gastro-œsophagien à distance trop important. On a donc réalisé une étude rétrospective observationnelle dont l'objectif était de mesurer la perte d'excès de poids à 5 ans des sleeve gastrectomies réalisées à Magnien. Dans cette période, entre 2013 et 2015, 116 patients ont été opérés. Les données ont été recueillies par téléphone. Le taux de réponse était excellent, supérieur à 83%. L'âge moyen des patients était de 43 ans, 60% des patients étaient des femmes. L'indice de masse corporelle moyen était de 44. 80% des patients avaient déjà une comorbidité, 28% des patients avaient 3 comorbidités ou plus. La sleeve gastrectomie est une technique chirurgicale qui est maintenant standardisée. Elle se fait sous anesthésie générale, en cœlioscopie. On enlève le corps gastrique et on tubulise l'estomac sur un tube de Fauchet calibré à 36. Habituellement, on renforce la ligne d'agrafe pour plus de sécurité. Lorsqu'une hernie hiatale est diagnostiquée en préopératoire, elle est réparée dans le même temps. Parmi les 116 malades opérés dans la série, 7 avaient eu un anneau gastrique auparavant. Les suites opératoires ont été simples à 92%. 4 patients ont été réopérés, 1 pour hémorragie sur la ligne d'agrafe et 3 pour fistule. Les résultats intermédiaires à 2 ans ont déjà été présentés. La perte d'excès de poids à 1 an était de 69%. La perte d'excès de poids à 2 ans était de 70%. Alors que l'IMC de départ était de 43,8, l'IMC moyen à 1 an était de 31, l'IMC moyen à 2 ans était de 30. Un reflux gastro-œsophagien a été retrouvé à 2 ans chez moins de 10% des patients. Quasiment la moitié des patients n'avaient pas de carence et ne prenaient pas de compléments alimentaires. Pour ce qui est de la rémission des comorbidités, toujours à 2 ans, on avait un taux de rémission de plus de 50% pour le diabète, la dyslipidémie et les troubles ostéo-articulaires.
Pour l'apnée du sommeil, on avait 70% de rémission à 2 ans. Pour ce qui est de l'hypertension, c'était un tout petit peu moins bon, avec des taux qui allaient de 50% à 1 an à 45% à 2 ans. Pour ce qui est des résultats à 5 ans, donc le poids moyen initial était de 124 kg. À 5 ans, le poids moyen était de 91,7 kg. La perte de poids moyenne était donc de 32 kg. Pour ce qui est de l'IMC initial était de 43,9. L'IMC moyen à 5 ans était de 32,5, ce qui représente une perte d'IMC moyen de 11,4. Enfin, et c'est le plus important, la perte d'excès de poids à 5 ans était de 60%. En fouillant un petit peu plus dans les données récupérées, on s'aperçoit que près des 2 tiers des patients ont une perte d'excès de poids supérieure à 50%. Le taux de patients qui présentent un échec à 5 ans est de 11,5%. Et sur les 116 malades au départ, on en a 7 à 5 ans qui ont un poids égal ou supérieur à leur poids de départ, 3 qui n'ont jamais perdu de poids et 4 qui, après un bon résultat initial, ont repris tout le poids perdu. Je me suis ensuite attelé à évaluer l'évolution du poids entre 1 an après l'intervention et 5 ans après l'intervention. Il faut bien noter qu'à 1 an, les patients avaient déjà perdu 69% de leur excès de poids. 36% des patients ont continué à perdre du poids, 44% ont stabilisé leur poids et une vingtaine de pourcents ont eu un résultat moins bon avec une reprise de poids significative supérieure à 10% de leur poids du corps. Le taux de réintervention a été plutôt faible. Une patiente a été convertie en bypass en raison d'un reflux gastro-œsophagien invalidant. Une patiente a eu une dilatation endoscopique pour une sténose. Aucun patient n'a été réopéré pour reprise de poids. Enfin, 3 patients ont bénéficié d'une petite cure d'éventration sur le site d'extraction de l'estomac. Au niveau des complications médicales, nous avons eu une complication médicale grave, une encéphalopathie par carence en B1 chez une patiente qui ne prenait pas son traitement substitutif. Le taux de RGO était étonnamment faible, inférieur à 10%. C'est difficile de savoir s'il est sous-évalué, ce qui est probable, ou si c'est l'efficacité de la cure de hernie hiatale systématique en péropératoire. Pour ce qui est de la qualité de vie, on retrouve dans notre interrogatoire un taux de satisfaction supérieur à 95%, ce qui est beaucoup trop beau pour être vrai. Ça veut probablement dire que Yola, qui a fait le recueil des données et que je remercie, est quelqu'un d'excessivement sympathique et que nos malades n'ont pas voulu lui faire de peine. 2 patients ont eu un mauvais résultat fonctionnel. Voyons ce que dit la bibliographie. Que ce soit la dernière méta-analyse ou les derniers résultats de la série historique de Jacques Impens, la perte de poids à 5 ans est autour de 60%. Il est important de voir que dans la série d'Impens, cette perte de poids se maintient à 11 ans. Pour ce qui est des comorbidités, les résultats sont toujours bons. 30% de rémission du diabète, 50% de rémission de l'HTA, 50% de rémission des dyslipidémies. Il faut noter que dans ces 2 séries, le taux de conversion de la sleeve en autre technique de chirurgie bariatrique était important, jusqu'à 30%. Pour ce qui est du reflux gastro-œsophagien, les études sont discordantes, mais on trouve jusqu'à 30% de reflux gastro-œsophagien symptomatique à 5 ans de l'intervention et jusqu'à 18% d'œsophagite importante. Pour prévenir cela, il faut de manière rigoureuse traiter les hernies hiatales lorsqu'elles sont diagnostiquées en préopératoire. Une nouvelle technique a été décrite, dite N-sleeve ou Nissen sleeve, qui associe à la sleeve gastrectomie la réalisation d'une valve anti-reflux. Lorsque le reflux gastro-œsophagien est vraiment invalidant, une réintervention s'impose, soit réalisation d'un bypass, soit cure de la hernie hiatale de façon isolée. Je me suis un petit peu intéressé aux échecs des sleeves.
Je vous rappelle que dans notre série, ce taux d'échec est seulement de 11,5%. Qu'est-ce qui peut provoquer cette reprise de poids? Il peut y avoir une dilatation du tube gastrique. C'est exceptionnel. Ça arrive surtout en début d'expérience. Une fois qu'on est rodé à cette chirurgie, le risque est quand même très faible. La perte de l'effet métabolique, c'est probablement l'aspect le plus intéressant. On voit que entre les patients qui ont des bons résultats et les patients qui ont des mauvais résultats, le taux de variation, la modification de variation hormonale au niveau de la GLP1 et de la gréline sont tout à fait différents. Et donc, c'est probablement ces variations hormonales qui peuvent expliquer les différences de résultats. Bien sûr, et c'est très fréquent, il y a le non-respect des règles hygiéno-diététiques, le retour des mauvaises habitudes, les boissons sucrées, le grignotage. Que faire en cas de reprise de poids? Il faut éliminer une dilatation de l'estomac, il faut différencier une absence de perte de poids à une reprise de poids. La prise en charge thérapeutique est peut-être maximale ou pas. On peut proposer successivement d'optimiser le mode de vie en retravaillant sur la diététique, la psychologie, l'activité physique, le sommeil. Il y a des études très intéressantes qui montrent un bénéfice à la prise de médicaments anti-obésité ou antidiabétiques. Le liraglutide, qui est un analogue de la GLP1, montre des bons résultats dans ce cas-là. Enfin, on peut éventuellement réopérer les malades. C'est ce qu'on appelle une chirurgie de révision ou de conversion. Les résultats de cette chirurgie de conversion ne sont pas très bons. La mortalité et la morbidité sont importants. Et vous voyez dans cette étude qui compare, pour échec de la sleeve gastrectomie, le bypass à une intervention qu'on appelle sadique et une intervention encore plus mal absorptive que le bypass et encore beaucoup plus difficile à gérer en post-opératoire, que la perte d'excès de poids moyen après bypass pour échec de la sleeve est seulement de 7% à 2 ans. Le plus important est probablement de réaliser une reprise en main multidisciplinaire. Il est important que cette reprise en main ne soit pas seulement diététique, mais intègre tous les composants du mode de vie du patient. Elle doit être intensive pour stimuler ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Il semble que la préparation intensive à l'intervention, le stress de l'intervention et les endorphines sécrétées par la perte de poids automatique et très rapide en post-opératoire permettent au cerveau de mettre dans un petit coin toutes ces mauvaises habitudes alimentaires. C'est ce qui crée ce qu'on appelle la lune de miel post-sleeve gastrectomie et les 2 ans qui suivent où le poids diminue de manière quasi automatique. À 2 ans de l'intervention, la perte de poids diminue, le suivi médical devient un peu moins présent et les mauvaises habitudes réapparaissent. Fort heureusement, le fait de reprendre du poids n'est pas synonyme de récidive des comorbidités. Cette étude qui étudie l'évolution du diabète chez les patients qui ont repris du poids montre que les patients qui ont un regain, une reprise de poids importante n'ont pas un taux de rémission du diabète moins important. Donc mon étude date de 2015, il y a eu pas mal d'évolutions depuis, il y a eu des choses positives, des choses négatives. Au niveau positif, l'ouverture de la nouvelle clinique a quand même beaucoup amélioré le confort de nos patients. Le coût de l'intervention a diminué. Au niveau du matériel, on a réussi à baisser les coûts d'environ 20%. La durée d'hospitalisation a baissé d'1,2 jours, ce qui impacte également le coût. Le taux des complications a beaucoup baissé. Le taux de fistule qui était de 3% dans la série que je vous ai décrit est maintenant de moins de 1%. Il y a des points négatifs. Il faut bien dire que ces points négatifs sont apparus en grande partie après les réunions d'OCAMO et
suite à des modifications imposées par le contrôle médical. L'endocrinologue, qui au départ était au centre du dispositif et avait une vision globale du patient, a dû laisser sa place au chirurgien. Et il faut bien reconnaître que nous sommes quand même beaucoup moins performants pour évaluer globalement un patient obèse avec beaucoup de comorbidités. L'obésité n'est plus remboursée à 100% dans le cadre de l'ALM. C'est difficilement contestable parce que ce n'est pas le cas en métropole, mais ça pose un problème majeur pour certains patients, notamment les patients qui ont une carte A et les patients qui sont assurés CAFAD sans mutuelle. Enfin, il y a toujours une suspicion qui rôde autour de cette chirurgie qui rend son exercice parfois un peu difficile. Si je crois vous avoir montré que les résultats étaient intéressants au plan individuel pour les patients, en termes de santé publique, c'est un échec terrible. 270 000 patients, 71 000 obèses, 2 chirurgiens bariatriques qui font chacun moins de 20 sleeve gastrectomies par an. C'est ridicule. Comment pourrait-on faire mieux? Opérer plus de malades? Sûrement oui, mais le REAM est déjà en grande difficulté financière. Et puis il y a quand même beaucoup de gens qui sont très réfractaires à cette chirurgie. Peut-être pourrait-on sélectionner les patients différemment. Peut-être qu'il existe des obèses morbides qu'il ne faudrait pas opérer. Un concept a été évalué, notamment en Angleterre. Est-ce qu'on peut être obèse et en bonne santé? Ils se sont donc intéressés à suivre pendant plus de 10 ans 3,5 millions de personnes en s'intéressant à un sous-groupe de patients, les gens qui étaient obèses avec un BMI supérieur à 30, donc obèses non morbides, sans diabète, sans hypertension, sans dyslipidémie. On voit que chez ces patients, le risque de faire un infarctus était quand même augmenté de 50%, le risque de développer un diabète multiplié par 4. Donc au final, il faut bien reconnaître que ce concept d'obèse en bonne santé ne tient pas les résultats de cette étude. À l'inverse, est-ce qu'il existe existe-t-il des patients non obèses morbides qu'il faudrait opérer? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une place pour une chirurgie purement métabolique? Les données de la littérature sont en faveur. On voit que chez les patients opérés, soit par bypass, soit par sleeve, avec un BMI entre 27 et 35, le taux d'hémoglobine glyquée est significativement inférieur après chirurgie qu'après traitement médical maximal. D'où cet édito « Qui l'eût cru, la chirurgie est un traitement du diabète ». Peut-être faut-il opérer les patients les plus graves. Il existe un score d'Edmonton qui permet un petit peu d'évaluer la gravité de cette situation. De manière tout à fait involontaire, on le fait déjà, puisque alors que le BMI moyen des patients opérés en 2015 était de 43,9, il est actuellement supérieur à 48 pour les malades que j'ai opérés cette année. En conclusion, avec une perte d'excès de poids supérieure à 60%, un taux de réintervention minimal, les résultats de cette série sont tout à fait satisfaisants au plan individuel. Reste le problème de l'accès à cette chirurgie. J'entends bien que le RUAM déjà en difficulté ne peut pas financer 500 sleeve gastrectomies par an. Il n'empêche que le territoire ne pourra pas faire l'économie d'une politique agressive de prévention et de traitement de l'obésité. Il restera à déterminer dans le cadre de cette politique la place à accorder à la prévention, au traitement médical au sens large et au traitement chirurgical. Je vous remercie.